Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la revue des grandes unes. Allons tout de suite en kiosque découvrir les informations à la une des différents journaux parus ce matin. Commençons donc par le quotidien La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui titre en sa une Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et si les Ambaboy recevaient les dons, il n'est pas exclu que les sécessionnistes actuellement en difficulté provisoire d'approvisionnement sortent de leur forêt pour venir aussi bénéficier des dons des ONG de l'aide d'urgence de l'État avant de regagner les buissons. C'est une question que se pose le quotidien La Nouvelle Expression. Et puis toujours en sa une, le journal parle de la gabegie à outrance, la Banque mondiale qui interpelle le gouvernement camerounais sur les détournements des financements, l'octroi des marchés gré à gré ayant fait capoter la CAN 2019. La Banque mondiale déplore une situation horrible, indiquant que plus de 2000 milliards de francs CFA sont engloutis dans le budget de fonctionnement. Toujours à la une du journal La Nouvelle Expression qui fait le lien avec cette gabegie qu'elle déplore, notamment la FECAFOOT. Des soucis en perspective pour Tombia Roko, la normalisation qui a donc décelé un trou de près d'un milliard, de plus d'un milliard de francs CFA sous le règne de Tombia Roko à la fédération, et l'équipe de normalisation qui indique que ces décaissements ont été effectués sans justificatif. Et puis aussi à l'intérieur du journal, le journal parle de la condamnation à vie de l'ex-receveur municipal de la commune de Molondou qui, en coaction avec le maire, aurait détourné plus d'1,5 milliard de francs CFA. Continuons cette revue de presse avec le quotidien Le Messager, le journal Le Messager qui titre en une ajustement structurel. Le FMI, le Fonds monétaire international, s'inquiète pour le Cameroun. Insuffisance des recettes non pétrolières, emprunt non concessionnel et surtout la non-maîtrise des dépenses sont entre autres des craintes du Fonds monétaire international en rapport avec les performances du pays. Ce qui permet de faire le lien évidemment avec la Banque mondiale, une actualité que nous allons développer au cours de cette émission. Toujours en une de ce journal, le journal qui parle encore de l'installation du DG de l'ENAM, révèle ici les dessous du boycott de Linus Toussaint Mendiana annoncé au Niouf par ses détracteurs. Le directeur général sortant de l'École nationale d'administration et de magistrature est toujours en liberté. Parlons à présent du journal L'Œil du Sahel qui titre à son bas de page « Grâce présidentielle, les membres de Boko Haram crient à l'injustice ». Le journal indique clairement que des détenus de la prise, des ressortissants du Nord, détenus du Grand Nord, détenus à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé, crient à l'injustice du fait de la libération par deux fois des présumés sécessionnistes de la crise anglophone. Ils ont donc déjà bénéficié par deux fois de la grâce présidentielle sans qu'aucun ressortissant du Grand Nord impliqué dans les soupçonnés d'avoir agi de connivence avec Boko Haram n'ait été libéré jusqu'ici. C'est l'une des principales actualités à la une du journal L'Œil du Sahel qui fait aussi une grande fenêtre sur les nouveaux projets de 86 milliards de francs CFA pour Ngaoundéré et Maroua, notamment concernant les infrastructures sportives. Parlons à présent du quotidien Mutation qui parle ici des concessions de MTN, Nextel et à Orange. Pourquoi Paul Biya commande un audit selon une note adressée au chef de l'État sur la base d'une dénonciation du tribunal criminel spécial à l'origine de l'enquête instruite. Des batailles entre ministres sont décelées en arrière-plan, indique le journal Mutation. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle des premiers pas de Mbombo Njoya, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, qui a pris fonction hier dans un contexte de contestation. On sait très bien que des voix s'élèvent pour dénoncer, pour réclamer l'annulation de l'Assemblée générale du 12 décembre dernier. Parlons aussi du journal Info Matin qui dit « En attendant le remaniement ministériel, les ministres ne travaillent plus. Le service public est désormais en congé technique avec le regard tourné vers le palais du Toudi en attente d'un éventuel remaniement ministériel depuis l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. » La guerre, ou tout au moins l'actualité
à l'ENAM. Le journal titre « Quand l'actualité donne raison à Michel Angouin ». Michel Angouin, c'est un ancien ministre de la réforme, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui avait été limogé suite à certains démêlés avec la direction de cette école. Et puis le journal parle également de grand banditisme. Jean-Baptiste Bokam, l'ancien secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie qui échappe à la mort. Il a été victime d'un cambriolage à son domicile. Pour le journal européen, parle de cette offre d'infrastructures pour 5 régions du Cameroun, indiquant tout aussi que la production d'huile de palme a chuté au Cameroun de 130 000 tonnes. Le secteur connaît un déficit de 130 000 tonnes lorsqu'on sait qu'une grande partie de cette production vient de la région du sud-ouest dans les plantations de la CDC. La crise a donc eu un impact sur la production d'huile de palme. Et puis le journal Diapason qui parle de bilan 2018, quelques espoirs, beaucoup de déceptions. Le journal parle de la crise anglophone, le climat de la crise anglophone qui paralyse 2 régions du pays, le climat des affaires avec la corruption rampante, la décentralisation et ses doutes. Le gouvernement du 2 mars sont entre le bilan de la CAN, du retrait de la CAN, l'élection présidentielle et son contentieux sont entre autres quelques sujets que révèle le journal. Et puis le journal Kalara qui met en sa une affaire de l'université de Douala, professeur Dieudonné Ouno devant le TCS pour 2 milliards de francs CFA. L'ancien président du comité de bonne gouvernance de l'État répond des présumées malversations financières opérées à l'époque. Il occupait les fonctions de recteur de l'université de Douala, tout comme son prédécesseur, est d'ailleurs cité dans une affaire de détournement de fonds dans cette même université. Voilà du moins pour ce qui est de l'essentiel de l'information parue à la une de nos journaux ce matin. Rendez-vous donc aux lecteurs en kiosque pour découvrir davantage ce qui est paru dans tous ces journaux. Sur ce plateau, Joseph Idriss Lissom, c'est notre invité, tout comme Hervé Villard-Ndjelé, qui travaille pour le quotidien La Nouvelle Expression. Joseph Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économie. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à tous les téléspectateurs. Très ravi ce matin d'être là. Il semble que les couleurs de Noël et de la fête sont dans les parages. Donc, même si on n'y croit pas trop, on est emporté par ce vent et ces embouteillages qui n'en finissent pas dans les grandes cités. Sacré Joseph Idriss Lissom. Hervé Villard, bonjour. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à Idriss Lissom qui est sur ce plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison et je profite également pour attirer l'attention de tous ceux qui vont aller faire le marché, qui vont se dépasser pour aller acheter les jouets pour les enfants et autres marchés. Très prudent parce que des pickpockets, à la fois dans les taxis, quand vous entrez, sécurisez votre porte-monnaie parce qu'ils sont pleins de taxis qui reçoivent après prétextant avoir confondu ou bien oublié leur destination, qu'ils soient avant ou après parce qu'ils vont vous dépouiller. Donc soyez très très prudents. Sans oublier ceux qui envoient des SMS pour vous dire que vous avez gagné un lot via un opérateur de téléphonie mobile. Dans tous les cas, il ne manque pas de stratégie. Dans tous les cas, voilà donc deux principales informations pratiques à retenir pour nos téléspectateurs. Joseph Idriss Lissom, on parle deux journaux, le quotidien La Nouvelle Expression et le journal Le Messager, qui parlent d'économie en indiquant ce rapport de la Banque mondiale qui dénonce la gabegie financière observée dans la gestion, dans la gouvernance au Cameroun, tout comme le FMI. Pour vous, cette sonnette d'alarme, est-ce que finalement on a envie de dire ça fait quand même trop, ça fait quand même beaucoup? Oui, quand vous dites vous-même que cette sonnette d'alarme est une énième sonnette, on remarque quand même que le FMI, parce que vous l'avez dit, la Banque mondiale qui dénonce la gabegie, le FMI qui, lui, essaye de donner quelques points, quelques satisfactions, mais il y a un bémol, revient aussi sur ce que dénonce la Banque mondiale. La non-maîtrise des dépenses, surtout 2000 milliards pour les dépenses vraiment dans un pays. Dépenses de train de vie de l'État dans un pays où on pense qu'il faut serrer la ceinture. Et on le dit, on le clame, pourtant ce n'est pas le cas. Donc il faut relever ici. Plus de la moitié du budget, il faut le préciser. Il faut relever, Jean-Paul Chouniat, que en lisant la presse, vous allez voir que une partie de la presse, mais le gouvernement, ça lui donne les points, va prendre. C'est un peu comme la technique ou bien la parabole du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a ceux
Okay? Vous allez voir, peut-être n'a pas évoqué Cameroun Tribune, mais Cameroun Tribune qui parle de satisfecit du FMI, mais sans toutefois relever cette défaillance qui sont criards. Mais si le FMI est satisfait, c'est sur le plan des procédures. On a toujours été d'accord, lorsqu'on lit la presse, qu'en matière de procédures et d'engagement de l'État, il y a évolution. Il y a évolution et le Cameroun fait l'effort de respecter. Mais le problème, l'éternel problème, et la Banque mondiale met le doigt sur la plaie, c'est qu'il y a une gabégie. Les gens respectent les procédures, respectent les engagements, mais au fond, cela n'arrive pas, ne crée aucun impact auprès des populations qui sont monsieur tout le monde. Tout le monde se plaint de cette fin d'année et tout le monde a peur de 2019 malgré le fait que le budget de l'État semble avoir un peu pris quelques centaines de milliards de plus. Donc il faut relever que la gabégie, ça fait peur, ça inquiète parce que ça va continuer. Quand on voit le budget de fonctionnement pour 2019, ça veut dire qu'on ne va pas changer de paradigme. Mais pourtant, Jacques Chouinard, quand la Banque mondiale relève cela, on dit que quand le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Le gouvernement n'a jamais changé de pas de danse, malgré le fait que chaque fois, le rythme du tam-tam change en leur demandant changer de mécanisme, revenez à l'orthodoxie de la gestion, parce que c'est très très important pour que les mesures prises aient un impact sur le citoyen lambda. Hervé Villard, quand on regarde, il y a toujours dans ce rapport de la Banque mondiale qui fait un lien avec les marchés de la canne, les marchés gré à gré, à coût de milliards de francs CFA. Hervé Villard, finalement, est-ce que la Banque mondiale et le FMI n'ont pas raison de crier malgré que ces institutions ne soient pas entendues? La Banque mondiale et le FMI n'ont plus rien à prouver, du moins n'ont plus rien à demander. Quand on sait que depuis plusieurs années au Cameroun, c'est la même chose qu'on demande à l'État du Cameroun. On demande non seulement en plus des procédures qu'ils doivent respecter, de réduire le train de vie de l'État. Mais quand on constate que chez nous, en fait, des efforts ne sont pas faits dans ce sens-là, du moins, on fait des efforts pour punir les populations chez qui on prélève beaucoup d'argent sous forme d'impôts. Qui n'ont pas d'eau. Qui n'ont pas d'eau et d'électricité. Seulement, ceux-là même qui dépensent cet argent, qui devraient justement mettre un frein à ce niveau-là, pour être certain que les dépenses faites doivent être efficientes et efficaces, ne le font pas. Au contraire, d'autres s'appauvrissent, tandis que ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire que ceux qui, les membres du gouvernement et autres, continuent à vivre dans le trop-plein. Quand vous voyez un cortège ministériel, par exemple, vous imaginez le nombre de véhicules, le nombre de carburants comme le autre, le FMI souligne par ailleurs que le carburant coûte à l'État du Cameroun en une année 35 milliards et demi. Et c'est beaucoup. À quoi sert donc ce carburant? On pourrait le diminuer. Quand un ministre vient par exemple pour une inauguration, comme une inauguration d'un marché, comme ce qui s'est passé à Douala, mais on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a besoin de partir tout un ministre pour venir inaugurer un marché? Et regardez le cortège ministériel qui vient. Pourtant, il y a tout un délégué du commerce ici. C'est vraiment ça. Ça fait partie des dépenses de l'État du Cameroun. Avec toute l'équipe qui l'accompagne. Ça fait beaucoup de dépenses qui ne profitent pas forcément à l'État. Et quand on est en train de voir, vous vous souvenez que c'était au début de cette année que l'État s'est doté d'un nouveau véhicule. Le montant est environ de 500 millions de francs CFA pour sa propre sécurité. Mais c'est bien beau. Mais est-ce que quand on fait ces dépenses, on tient compte du train de vie de l'État? Non. Est-ce qu'on tient compte du fait que le Cameroun s'endette suffisamment? Non, au contraire. On se pose la question de savoir, certainement que ceux qui font tout cela ne sont pas en train de vouloir, ne permettent pas que le Cameroun puisse vivre normalement. Au contraire, ils continuent à vivre dans l'opulence pendant que la population reste pauvre. Or, quand on sait qu'un État a pour mission régalienne de permettre que la population puisse aspirer à une vie meilleure, on se rend compte que rien de tout cela ne fait pas forcément partie de leur désirata. Donc, on peut être choqué de comprendre que chaque fois le FMI, la Banque mondiale nous interpelle sur nos différentes méthodes de gestion. Et ça ne met pas ceux-là qui ont le pouvoir de décision. Ils restent zen. Ils disent, OK, on va prélever là-bas, mais on va dépenser comme on veut. Et n'oubliez pas autre chose. Quand vous essayez de revenir au marché de la canne et que vous voyez qu'on fait comprendre qu'il y a une portion de 100 mètres de route qu'on va faire à 4 milliards de francs CFA, vous posez la question de savoir, est-ce que l'État sait qu'elle est endettée? Est-ce que l'État sait qu'elle devrait vivre de manière économique pour non seulement protéger... L'aménagement extérieur du stade Omnisport de Bafoussam, 9 milliards. C'est vraiment ahurissant, il faut le connaître. C'est ahurissant. Le stade olympique, 15 milliards. 15 milliards. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment d'argent, mais nous dépensons suffisamment? On se pose la question, est-ce que nos dépenses sont efficaces et efficientes? On va se comprendre, on va donc découvrir certainement qu'il y a des poches de corruption, les gens se servent dans cette manne-là, alors que l'État est endetté. Des surfacturations, alors que l'État est endetté, et
on devrait rembourser, dès que tu poses la question. Où allons-nous prendre l'argent? Alors, Idriss Lissom, pour rester dans ces chaînes d'endettement qu'évoque Hervé Villa-Angelé, après ce satisfait à demi-teinte du Fonds monétaire international, le Cameroun va quand même bénéficier de plus de 34 milliards de francs CFA. Finalement, la Banque mondiale, le FMI, qui fait un constat qu'il y a de la gabegie, mais continue d'accorder des crédits au Cameroun. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de complicité, ou bien c'est simplement au nom des intérêts que cela va générer? Non, au-delà des intérêts, Jean-Paul Chouinat, il faut retenir une chose. Je vous ai dit que le Cameroun a l'art de pouvoir monter les dossiers, respecter les procédures. C'est-à-dire quand le gouvernement prend un engagement envers soit la Banque mondiale, soit le Fonds monétaire international, ils prennent la peine de faire ce qui a été convenu. Ça, c'est une chose. Il y a une chose entre faire ce qui a été convenu et une autre chose entre le fait que ce qui a été convenu puisse apporter un meilleur vivre des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ça ne se ressent pas? Voilà, c'est pour cela que la Banque mondiale relève qu'il faut que le gouvernement évite désormais le gré à gré. Comme nous sommes dans un système de corruption, le gré à gré, voilà, vous avez parlé de ces marchés. Les 34 milliards, là, si on continue dans le mécanisme de gré à gré, ces 34 milliards ne seront que de la poudre aux yeux. Ça veut dire que ça n'apportera rien de plus, ça ne contribuera véritablement à aucun impact. C'est de ça qu'il est question. C'est la mauvaise gouvernance, la malgérance des fonds disponibles. Parce qu'il y en a même des économistes dans ce pays, Jean-Paul Chouinat, qui ont déjà dit et qui ont persisté et qui signent que nous n'avons pas besoin d'aller commander les fonds au Fonds monétaire, près du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, parce qu'il suffit juste de revenir à l'orthodoxie et de mettre l'intérêt général en avant et de diminuer le train de vie de l'État. Est-ce que vous avez vu, voilà 2018 qui est fini, est-ce que le gouvernement peut prendre la parole pour nous dire qu'en 2018, on avait prévu dans le fonctionnement 1000 milliards, je dis un truc comme ça, mais nous avons économisé 500 milliards. 500 milliards parce qu'on a mis un bémol. C'est ce qu'on attend, mais au contraire, pourquoi les gens continuent à se tuer pour être DG? Pourquoi les gens continuent à se tuer pour être directeur de l'administration centrale? Pourquoi les gens continuent à se tuer pour être chef de projet? Pour se faire du beurre. Merci. Alors, Hervé Villa-Angelé, je lisais quelque part où quelqu'un s'est interrogé, quel est ce pays où les détournements se chiffrent en termes de milliards? Fecafoot, on parle d'un milliard. À la mairie de Mouloundou, au fin fond de l'Est Cameroun, un ex-receveur municipal condamné à vie pour un détournement de près de 1 milliard et 1,5 milliard. Finalement, est-ce que lorsque les collectivités territoriales décentralisées sont impliquées dans de telles affaires, est-ce que ce n'est pas une crainte suffisante pour la décentralisation dont on réclame tant, où les gens auront certainement la latitude de faire ce qu'ils veulent? Non, je pense que ce n'est pas une crainte parce qu'en réalité, il faut tout simplement vérifier si les méthodes de contrôle sont efficaces et efficientes. Je pense que dans ce pays, il y a plusieurs institutions qui ont été créées pour pouvoir assurer le contrôle. Vous avez les conseils. Est-ce que ce sont pas les hommes qui posent finalement problème? Oui, c'est même de ça qu'il s'agit. Et vous avez le contrôle supérieur de l'État, vous avez la NIF, vous avez la CONAC. Voilà autant d'institutions qu'on a créées dans ce pays pour pouvoir s'assurer qu'on va faire de bonnes gestions. Il y a même un comité de bonne gouvernance qui a également été créé, tout simplement pour s'assurer que tout sera bien géré et que les populations seront réellement au centre des intérêts. Sauf que quand on a créé ces institutions, on se rend compte que l'objet, ou bien la mission principale n'est pas celle qui est assurée. Peut-être c'était tout simplement pour plaire aux organismes internationaux, pour dire que ok, nous sommes en train de veiller sur la lutte contre la corruption, ou bien nous sommes en train de vouloir nous assurer que nos fonds sont bien gérés. Mais au niveau des faits, ce n'est pas ça. On se rend plus compte qu'ils ne font pas forcément bien leur rôle. Ou du moins, les hommes qui sont à la tête de ces institutions n'ont pas les moyens de leur action. Et du coup, on doit être surpris de savoir que un ex-receveur municipal peut détourner plus d'1 milliard et que c'est des années après qu'on vient d'inculper. Pourtant, dans les missions de contrôle doivent être effectuées mensuelles, trimestrielles, de manière mensuelle, trimestriellement ou même annuelle, pour s'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient et pour des fins allouées. Surtout que dans ce cas-ci, il s'agit des redevances forestières qui devraient bénéficier aux populations riveraines. Idriss Lissom, lorsqu'on regarde tout ça, est-ce que vous êtes d'avis avec Hervé Villard que la décentralisation n'est pas, il n'y a pas lieu
d'avoir des craintes par rapport à la décentralisation effective lorsqu'on a des hommes aussi indélicats? Je vous dis, Jean-Paul Chouniat, il y a lieu d'avoir peur et de s'inquiéter. Au contraire. Parce que, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est les Camerounais. Combien de Camerounais sont prêts à revenir à l'orthodoxie, Jean-Paul Chouniat? Combien de Camerounais sont prêts à accepter que les enfants préparent un concours et qu'ils aillent réussir sans aller bac-chichi? Combien de Camerounais sont prêts à véritablement postuler pour un marché sans chercher quel président de la commission de l'organisation du marché à corrompre? Combien de Camerounais sont prêts à dire que je veux juste travailler pour l'intérêt? C'est de ça qu'il est question. On va parler du... C'est vrai, le système contribue à cela. Mais c'est pour ça que ça m'inquiète pour la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Paul Chouniat, on a des maires qui acceptent que le marché aille à conclusion parce que leur entreprise qu'ils ont créée par prénom n'a pas été celle qui a été retenue pour gagner le marché. Vous imaginez? Ils préfèrent sacrifier l'intérêt de la communauté. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire 2 salles de classe. On ne peut pas refaire une route parce que si ce n'est pas son entreprise qui gagne le marché, cela entre en conclusion. Voilà les problèmes de la décentralisation. Les délits d'initiés. Et cela nous fait craindre le fait que, comme on va dans la décentralisation, c'est bien beau. Et il y aura beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup d'argent dans les communes, mais est-ce qu'il y a ce personnel, a-t-il la capacité de pouvoir challenger et de pouvoir travailler dans les normes? Il y a ces problématiques. Il y a encore la problématique du fait que les Camerounais sont là, vont-ils continuer à voter des maires qui, pour construire une infrastructure de 600 millions, il dépend de 200 millions et il fait la fête, il dit il a fait parce qu'il a fait. C'est un peu la même chose, comme on disait du FMI. C'est-à-dire que le FMI dit faites ceci, on fait, mais dans le fond, on n'a rien fait. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire un maire doit construire un marché, il le construit, mais le marché c'est peut-être 600 millions, il construit à 200 millions avec... Avant même que les gens ne commencent à entrer dans le marché, les murs commencent à se craqueler. Avec généralement l'aval et toute la chaîne. Et toute la chaîne. L'autorité de le fait comme qui prête l'argent, valide. Le maire, le bureau d'études qui conduit, valide. La commune même réceptionne. Le préfet qui représente l'État. Donc voilà ce que nous vivons. C'est un système où, je dis, si les Camerounais, vous et moi, nous ne changeons pas, ne devenons pas ce qu'on appelle, ce que d'autres appellent sur les réseaux sociaux les Camerounais nouveaux, prêts à pouvoir travailler pour l'intérêt général et laisser ses propres intérêts, laisser la médiocrité, nous n'allons pas sortir de bon. Nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Et les pleurs ne font que commencer. Les pleurs ne font que je voudrais dire à la suite d'Idriss que c'est bien beau de dénoncer, de décrier toutes ces malversations. Sauf qu'il y a un élément important qu'il faudrait rappeler sur ce plateau. Parce que il faut reconnaître qu'on vit toutes ces choses-là parce qu'il y a l'impunité. Et je parlais tout à l'heure des missions de contrôle. L'impunité institutionnalisée. Et les missions de contrôle, on ne sanctionne pas suffisamment dans ce pays. Et du coup, on peut être surpris de voir que la corruption gangrène tout le système et que les gens se permettent de faire au vu au-dessus de tout le monde et de détourner de l'argent sans être inquiétés, ou du moins. Et il faut, après un acte de détournement, constater que la personne soit punie 10 ans après, quand peut-être les traces ont été effacées. C'est ça qu'il s'agit. Je pense que si on est sérieux et qu'on veut construire un réel pays où les populations sont au cœur des soucis, des préoccupations, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait frapper fort. La mission de contrôle, est-ce que les personnes qui viennent contrôler ont sur le plan moral, la qualité morale pour pouvoir le faire, la compétence professionnelle pour pouvoir le faire? Il faudrait même encore que ces personnes puissent être contrôlées parce que, comme nous savons que nous sommes tous friands à la corruption, tout le monde est mouillé, il faudrait quand même que la question de l'intérêt général puisse être au centre de toutes les préoccupations. La corruption ne va pas disparaître, ça c'est sûr. Il est plus vieux elle est plus vieille que le monde également, ça c'est vrai, ou bien elle est avec le monde depuis des années. Maintenant, c'est le taux de corruption qui est inquiétant. Est-ce qu'on est prêt à accepter la corruption au point de laisser nos propres vies? C'est ça qu'il s'agit. Au point de permettre que les routes sur lesquelles nous roulons au quotidien puissent vivre avec des nids d'éléphants parce que nous avons gagné 100 francs, 1 million, 2 millions hier pour acheter des véhicules que nous allons détruire sur ces mêmes routes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a l'impression que quand on roule dans un véhicule, on passe sur une route qui est gâtée. Il n'y a que Jean-Paul Chouniat ou bien Idriss Dessous. Il y a une voiture basse qui vont gâter le bas de leur véhicule. Au contraire, le simple fait qu'on va chez les mécaniciens avec ce véhicule, peu importe la marque, nous fait dépenser les millions qu'on croit avoir gagnés. Pourtant, on a que de dépenser pour rien. Au contraire, en faisant de bonnes routes, ça profite également à ceux-là qui... Ça profite à tout le monde. Et même à ceux-là qui
posent des actes de corruption tous les jours. Donc, je pense que le souci n'est pas au niveau de la décentralisation. Le souci est au niveau de l'intérêt, de la qualité des hommes et de l'intérêt général. Parce que je suis sûr, les Camerounais ne sont pas mauvais tous. Il suffit tout simplement qu'on pose des lois réelles et que l'application suive et qu'il n'y ait pas de sentiment à ce niveau. Parce que quand vous avez violé la loi, comme on l'a dit, Doura Lex, c'est Lex. La loi, c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Et qu'elle soit appliquée de manière linéaire, objective pour tout le monde, je suis sûr que les Camerounais vont se ranger. Imaginez-vous, quand vous avez les Camerounais partent d'ici pour d'autres pays, quand on s'aligne pour pouvoir retirer les tickets, eux ils s'alignent, ils se conforment. Mais dès qu'on arrive à l'aéroport international de Douala, c'est la débandade. Parce qu'on va attendre il faut juste. Parce qu'on ne punit pas dans ce pays et parce qu'il n'y a pas d'ordre. Même ceux qui fixent, qui votent les lois sont les premiers à les violer. Idriss Lissom, ça me rappelle cette déclaration du président de la CONAC qui disait que les mesures répressives ne suffiront pas pour combattre le phénomène de la corruption. Vous partagez cet avis? Bon, les mesures répressives suffiront. Le jour où on va appliquer la loi et sanctionner Jean-Paul Chouniat, c'est la sanction, comme Hervé vient le dire. Le jour où on va sanctionner de fort belle manière, du haut jusqu'au bas de l'échelle, je vous assure, les gens se dresseront. Les gens se dresseront. C'est ça qui est la question. Parce que si on ne sanctionne pas, les gens savent qu'ils achètent. Et je vous rappelle que les gens... C'est pour cela que vous dites là, Hervé Via, qu'on sanctionne les gens 10 ans après. Mais parce que ceux qui font dans la corruption, ils arrosent le système. Et on leur donne l'impression que les dossiers qui sont montés contre eux sont brûlés. Pourtant, c'est mis à côté. Et on reviendra dessus très tard. C'est pour dire à ceux qui font la corruption aujourd'hui que je plains votre sort. Vous serez frappés. Ils seront estorqués. Sauf si vous mourrez en tétant, je ne vous souhaite pas la mort, mais vous serez frappés. Parce que ceux vers qui vous donnez de l'argent ne prennent que vos dossiers et les mettent juste de côté. Et ceux qui viendront après là, ressortiront ce dossier et vous serez frappés. Et vous serez punis. Et la loi va être appliquée et on frappera ceux qui sont les corrompus. Donc continuez à jouer avec le pays. Idriss, vous gardez la parole. Cette déclaration du gouverneur de la BEAC qui est à l'issue de la tenue du comité monétaire indique clairement que des mesures vont être prises pour traquer, pour faire la lumière sur ce phénomène de pièces de monnaie dont Equinox Télévision a révélé dans un reportage exclusif ce trafic des citoyens chinois en complicité avec certains Camerounais qui font évacuer, qui font fuir les pièces de 100 francs et 50 francs vers la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, cet aveu, c'est dire que la BEAC n'était pas au courant de cette fuite illicite des capitaux? Mais en lisant dans la nouvelle expression cette déclaration du gouverneur de la BEAC, j'ai eu la chair de poule. Je me pose la question de savoir dont la BEAC ne maîtrise pas les flux de monnaie. C'est très grave. Enfin, moi j'ai trouvé ça très grave. D'un. Et de deux, j'ai dit bravo à la nouvelle Equinox qui a pu, parce que vous savez, cela se murmurait. C'est-à-dire qu'on tardait à avoir les preuves, les éléments de preuves, mais ça se disait partout dans la rue. Et parce qu'il n'y a pas, surtout que le groupement de gendarmerie territoriale de Douala a à maintes reprises saisi d'importants stocks de pièces de monnaie, même dans le Noun. Donc aujourd'hui, c'est clairement établi. Même s'il y a d'autres raisons, il y a quand même cette forte... cette pièce de monnaie qui prennent cette voie pour aller en Chine. Ça s'est vu sur des sites chinois. Voilà, pour fabriquer des bijoux et tout le reste. Donc, vivement que la BEAC prenne une mesure. Peut-être que la BEAC, comme maintenant, elle va mener son enquête à elle, après coup. Entre-temps, nous subissons. Vous ne pouvez plus avoir 500 francs, 1000 francs pour pouvoir être remboursé. Je vous assure, c'est terrible. Jusqu'au fond du pays, que dans les grandes villes, c'est un problème, la monnaie. Alors, en espérant que peut-être que la BEAC nous ramènera seulement les billets. Peut-être qu'on va retrouver les billets de 100 francs et qu'on ne verra plus les pièces de 100 francs. Ça, c'est une solution. C'est une solution que vous proposez à la BEAC. Les pièces de 500 s'en aille et qu'on n'ait plus que les billets de 500 et qu'on ait les billets de 100 francs. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à ça. Ou bien qu'on supprime justement tous les propositions d'Idriss Lissom à la BEAC. Hervé Villandjé, il y a une certaine rareté de pièces de monnaie. Jusqu'où peut aller la commission d'enquête de la BEAC? Je pense que elle c'est un peu tardive, mais je pense que vaut mieux tard que jamais. Parce qu'en fait, ça fait depuis environ 1 an que le Camerounais, les petits commerçants souffrent de ce problème de monnaie. Et nous-mêmes, il est difficile pour vous de prendre un taxi avec pièce 500 francs pour payer 250 francs. On vous dit que vous n'avez pas de monnaie. Vous attendez à longueur de journée, à plusieurs heures sur un même endroit. Et quand bien vous prenez une moto, vous payez une moto à 300 francs, il n'a pas 200 francs à vous rembourser parce qu'on vous pose la question, vous avez la monnaie.
comme si c'est vous qui fabriquez cette monnaie. Or, vous vous souvenez qu'il y a juste quelques mois, après les dénonciations des commerçants, c'est justement le groupement territorial de la gendarmerie du littoral qui saisissait près de 3 millions de francs CFA en pièces de 100 francs et 50 francs. Et des cas comme ça, on en a, il y a eu dans le Nord. Et plusieurs sont légion. Sauf qu'à ce niveau, la BIAC, qui est garant parce que c'est elle qui produit ça, c'est elle qui produit ça, devait certainement saisir l'opportunité pour lancer une enquête. Et beaucoup d'amis ont témoigné, ont fait des témoignages sur lesquels des conteneurs, des pièces sont partis du port de Douala avec la complicité de plusieurs Camerounais. Vous comprenez que c'est un problème qui est sérieux. Bon, maintenant que la BIAC se saisisse de l'affaire, on est content. Et maintenant que les recherches, l'enquête poursuivent son cours normal de manière rapide pour que les pièces, le peu de pièces que nous avons, puissent être non seulement sauvegardées et qu'on nous enlève plus parce qu'on court le risque de ne plus avoir des pièces. Et forcément qu'on va se retourner on va faire comme le Nigeria qui a sa monnaie en papier. En papier. Et à ce niveau, on aura les pièces, on aura les monnaies, on aura les billets de 100 francs, de 50 francs. Sauf que, est-ce que la durée, le problème sera au niveau de la durée de ces billets. Est-ce que leur durée de vie, est-ce que autant mieux avoir des billets qui ne vont pas durer que d'avoir des pièces qui vont durer mais qui bon, peut-être on le souhaite, mais sauf qu'il faudrait effectivement que la BIAC frappe le constat pour que cela s'arrête. Alors, Idriss Lissom... peut-être avant de vous relancer, juste préciser une chose. C'est toujours dans le même sens. Oui, mais juste préciser que à quoi servent nos services de douane? Parce que c'est aussi très grave. On ne peut pas être un pays où les frontières, où les gens sont poreuses de cette manière, où personne... C'est ça qu'il est aussi question. Comment on n'a pas voir que le douanier ne voit pas partir pendant plus d'un an. On voit des conteneurs. Avec tout ce qu'on a au port comme Sidonia pour détecter... La corruption a son lit. Avec tout ce qu'on a même si c'est trafic de pièces. Avec tout ce qu'on a comme instrument pour détecter les pièces, les métaux. Et Idriss Lissom, toujours sur cette affaire, dans un reportage fait sur Equinox Télévision, on avait identifié tout au moins comme source de collecte de ces pièces de 100 francs et 50 francs un certain nombre de machines à sous disposées clandestinement dans des débits de boissons. Il y a eu quelques saisies, mais on continue de voir ces machines à sous. Est-ce que finalement le mal n'est pas plus profond? Mais le mal est profond parce que beaucoup de gens ne font pas le travail. Vous savez, tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'évoquer en disant qu'il faut que les Camerounais changent, moi-même compris, que nous soyons plus complices de la gabégie et du fait que, vous vous souvenez que lorsqu'il y avait ces machines à sous, on savait que lorsque vous venez jouer avec ces machines à sous, vous donniez votre argent à une caisse, on vous donnait des pièces spécifiques qui n'étaient pas nos pièces de monnaie. Où sont passées ces pièces? Pourquoi subitement ce sont les pièces de monnaie de 100 francs qui sont utilisées dans ces machines à sous? Donc peut-être que c'est une technique. Vous savez, quand quelqu'un vient et qu'il crée un réseau pour un type d'activité, il met justement un mécanisme. Donc sûrement, ces machines à sous permettent de collecter ces pièces. C'est une voie de collecte. En dehors du fait que d'autres même payent cette monnaie. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, j'ai 20 000 francs en pièces de 100 francs, je vous donne 25 000. Il vous dit, voici 25 000 francs en billets, donnez-moi les 20 000 francs. Je vous assure. Donc, vous voyez que vous posez la question, mais que ce monsieur-là, 5 000 francs de plus. 25%, c'est quand même alléchant. C'est alléchant, n'est-ce pas? Pour vous ne savez pas que ce gars veut les pièces parce que il va les vendre à un prix donc, fort. Je dis que, franchement, tout cela s'est fait au-dessus de nous tous. Nous sommes conscients. Est-ce que combien de Camerounais qui sont au fait de cette manœuvre-là ont-ils dénoncé? Il y en a. Donc, c'est pour dire que nous sommes complices, passifs ou actifs. Il faut qu'on change d'attitude, nous, les Camerounais. On va donc évoquer un dernier sujet, certainement pour sortir de cette émission. Les détenus de Boko Haram, les détenus, tout au moins les présumés complices de Boko Haram, qui sont incarcérés à la prison centrale de Konegi. C'est le journal L'Œil du Sahel qui révèle cette enquête, indique qu'ils sont victimes d'une injustice concernant la libération des détenus de la crise anglophone qui par 2 fois ont bénéficié de la grâce présidentielle. Hervé Villa, à vos yeux, c'est vraiment une injustice, du 2 poids 2 mesures? Je ne pas. Du moins, ils sont dans leur droit de faire la revendication et la réclamation. Maintenant, il faut dire que le chef de l'État est le seul qui a le bâton de pèlerin, qui peut décider qui il veut libérer ou de qui il ne veut pas libérer. Maintenant, qu'on essaye d'analyser les deux faits, quand on sait que la crise anglophone, on ne peut pas, en essayant de faire une comparaison avec la guerre contre Boko Haram, on se rend compte que c'est 2 cas de figure bien différents. Parce que, en fait, hier,
quand il y avait la guerre contre Boko Haram, c'était une guerre. On avait l'impression que c'est à tout un pays qu'on s'attaquait avec sa population. Et tous ceux qui étaient complices de cela n'aimaient pas le Cameroun. Alors que le cas du Sud-Ouest est très différent. Il est très différent. C'est vrai qu'on s'attaque toujours au Cameroun, mais sur la population qui a un certain nombre de revendications et que voudrait tout simplement que l'État du Cameroun puisse juste réaliser les revendications. Vous voyez donc que c'est deux guerres différentes, même si dans toutes les deux guerres, le Cameroun perd en ressources humaines, le Cameroun perd en argent, sa population, perd beaucoup de ressources. Il faut quand même connaître que c'est deux cas de figure bien différents. Maintenant, ils sont quand même dans leur droit de revendiquer. Ils reviennent au chef de l'État de voir. Dans tous les cas, nous sommes à la fin d'année, certainement que l'on il y aura une grâce pourrait faire une grâce pour eux. Du moins, pour ceux dont les enquêtes ont démontré qu'ils ne sont pas ni près ni loin, qui sont juste des victimes collatérales. Idriss? Oui, comme Hervé Vidal a dit qu'il faut justement prendre cela en compte, mais c'est la justice et c'est ceux qui traitent des dossiers qui doivent... Je pense que si les rapports arrivent au chef de l'État, que parmi ces présumés complices de Boko Haram, il y en a qui sont, comme Hervé Vidal a dit, des victimes collatérales, qui puissent aussi bénéficier de cette grâce. Donc, mais il faut le dire que c'est la société civile qui s'active, c'est aussi cela. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions de la société civile du côté de l'extrême nord pour revendiquer, pour que ces personnes-là qui se retrouveraient sans le vouloir, dans cette situation puissent profiter de retrouver la liberté? On ne sait pas. C'est le moment de les sensibiliser à cela, ou bien tout autre organisme de la société civile résidant au Cameroun de le faire. Mes chers messieurs, merci d'avoir répondu à ce troisième rendez-vous de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Retrouvons-nous demain pour une autre édition. Quant à vous, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.